Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 9. Ain't afraid of dark lords. There's a dark lord near, got no need for fear. Who you gonna call? Harry Potter. With a killing curse. Well, it could be worse. Who you gonna call? Harry Potter. Abbot Anna. Pouf souffle. Bones Suzanne. Pouf souffle. Boot Terry. Serre d'aigle. Harry jeta un bref regard à sa nouvelle camarade de maison, plus pour avoir un aperçu rapide de son visage qu'autre chose. Il essayait encore de se contrôler suite à sa rencontre avec les fantômes. Ce qui était triste, vraiment réellement triste, c'est qu'il réussissait à retrouver le contrôle de lui-même. Ça n'aurait pas dû être convenable. Ça aurait dû lui prendre au moins une journée, peut-être une année, peut-être la vie entière en fait. Corner, Michael. Serre d'aigle. Au pupitre, devant la table d'honneur, se tenait le professeur McGonagall, avec son air sec, scrutant sévèrement l'assistance, tandis qu'elle appelait les élèves les uns après les autres, même si elle avait souri pour Hermione et quelques autres. Derrière elle, sur la plus grande chaise de la table, en fait c'était une espèce de trône doré, se trouvait un vieillard à lunettes, dont la barbe d'argent était si longue qu'on pouvait imaginer sans difficulté qu'elle allait jusqu'au sol. Il regardait le Choixpeau avec un air bienveillant, et il était aussi proche du stéréotype du vieil homme sage qu'on ne pouvait l'être sans devenir oriental. Cela dit, depuis sa première rencontre avec McGonagall, Harry avait appris à se méfier des stéréotypes. Elle n'avait en effet toujours pas ricané. Le vieux sorcier avait applaudi tous les élèves, après leur répartition, avec un sourire immuable qui semblait pourtant exprimer un ravissement toujours renouvelé. À gauche du trône doré, un homme au regard sévère et au visage austère n'avait applaudi personne et parvenait mystérieusement à être en train de regarder Harry droit dans les yeux chaque fois que Harry l'observait. Plus à gauche encore, l'homme au visage pâle que Harry avait vu au chaudron baveur, dont les yeux parcouraient la foule comme s'il était en proie à une crise de panique et dont le corps était agité de soubresauts de temps à autre. Sans que Harry ne sache pourquoi, son propre regard finissait invariablement par retourner se braquer sur cet étrange individu. À gauche de cet homme, une série de 3 sorcières plus âgées qui ne semblaient pas accorder beaucoup d'intérêt aux élèves. À droite du trône d'or, une sorcière d'âge mûr, au visage rond et coiffée d'un chapeau jaune, qui avait applaudi tous les élèves, sauf ceux de Serpentard. Un petit homme debout sur sa chaise, avec une barbe blanche bouffante, qui avait applaudi tous les élèves, mais n'avait souri que pour les serres d'aigle. Et, tout au bout à droite, occupant le même espace que les 3 sorcières, l'entité montagneuse qui les avait accueillies à la sortie du train et s'était présentée sous le nom de Hagrid, gardien des clés et des lieux. « Est-ce que l'homme debout sur la chaise est à la tête de serre d'aigle » chuchota Harry à Hermione. Pour une fois, Hermione ne répondit pas. Elle n'arrêtait pas de se dandiner en fixant le Choixpeau avec tant d'énergie que Harry crut que ses pieds allaient se décoller du sol. « Oui, » répondit l'une des préfets qui les accompagnait, une jeune fille aux couleurs de serre d'aigle. Mademoiselle Dauclair, si Harry se souvenait bien. Sa voix était douce, mais il y avait une note de fierté. « C'est le professeur d'enchantement de Poudlard. »« Filius Flitwick, l'enchanteur le plus savant à être encore en vie, et un ancien champion de duel. »« Pourquoi est-il aussi court sur pattes ?» siffla un élève dont Harry avait oublié le nom. « Est-ce que c'est un hybride ?» La préfète lui jeta un regard glacé. « Le professeur a effectivement des ancêtres gobelins. »« Quoi ?» dit Harry par réflexe, et Hermione et d'autres élèves lui intimèrent de se taire. Maintenant, le regard étonnamment intimidant de la préfète Serre d'Aigle était braqué sur Harry. Je veux dire, c'est pas que ça me dérange, c'est juste, enfin, comment est-ce possible ? On ne peut pas se contenter de mélanger 2 espèces et obtenir une progéniture viable. Ça devrait brouiller les instructions génétiques pour tous les organes non communs. Ce serait comme vouloir construire... Il n'avait pas de voiture, donc impossible de faire une analogie avec des moteurs dont on échangerait les pièces.
comme construire un mi-chariot, mi-bateau, ou quelque chose comme ça. La préfète Serdaigle regardait toujours Harry avec un air sévère. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire un mi-chariot, mi-bateau? Chut! Siffla un autre préfet, alors que celle de Serdaigle avait parlé doucement. C'est que, continua Harry, encore plus doucement, mais tout en essayant de savoir comment demander si les gobelins descendaient des humains ou d'un ancêtre commun de Homo erectus, ou si les gobelins avaient été faits par les humains, par exemple s'ils étaient toujours génétiquement humains, mais sous l'effet d'un enchantement transmissible dont l'effet magique n'était dilué que si un seul des deux parents était gobelin, ce qui expliquerait les métissages qui soient possibles, auquel cas les gobelins ne seraient pas un inestimable indice quant à la possibilité que l'intelligence apparaisse chez d'autres espèces que Homo sapiens. Et en y réfléchissant, les gobelins de Gringotts ne lui avaient pas semblé posséder des intelligences particulièrement étranges et non humaines. Rien de comparable aux Dirsdir de Jack Vance ou aux marionnettes de Lancy Niven. Je me demande d'où les gobelins viennent. Lituanie, murmura distraitement Hermione, ses yeux toujours braqués sur le choixpeau. Maintenant, la préfète souriait à Hermione. Laisse tomber, murmura Harry. Au pupitre, le professeur McGonagall s'exclama. Goldstein, Anthony. Serre d'aigle. À côté de Harry, Hermione trépignait si fort que ses pieds décollaient du sol à chaque saut. Goyle, Grégory. Il y eut un long moment de silence tendu sous le choixpeau, presque une minute. Serpentard. Granger, Hermione. Hermione se libéra de son immobilité et courut presque jusqu'au choixpeau, qu'elle attrapa et enfonça sur sa tête d'une façon qui fit grimacer Harry. C'était elle qui lui avait expliqué que ce vieux morceau de tissu rapiécé était un artefact magique vieux de 800 ans, irremplaçable et d'une importance vitale, doué d'un pouvoir télépathique complexe, mais elle ne semblait pas en tenir compte à cet instant précis. Serre d'aigle. Oui, évidemment, c'était couru d'avance. Harry ne voyait pas pourquoi Hermione avait été aussi tendue. Même lui n'arrivait pas à imaginer un univers alternatif assez bizarre pour que cette fille soit répartie dans une autre maison. S'il n'y avait pas de place pour Hermione Granger à Serdaigle, alors l'existence même de la maison Serdaigle n'était qu'une vaste fumisterie. Hermione arriva à la table de Serdaigle et reçut une acclamation respectueuse. Harry se demanda si l'acclamation aurait été plus forte ou plus douce s'ils avaient eu la moindre idée du niveau de compétition qu'ils venaient d'accueillir à leur table. Harry connaissait pi jusqu'à 3, 14, 15, 92, parce qu'une précision de 1 part pour 1 million suffit dans la plupart des situations pratiques. Hermione connaissait les 100 premiers chiffres de pi, parce que c'était le nombre de chiffres qui avait été imprimé à l'arrière de son manuel de maths. Harry fut heureux de voir Neuville-Londubat aller à Poufsouffle. Si cette maison possédait vraiment la loyauté et la camaraderie dont elle était censée faire exemple, alors une maison pleine d'amis fiables ferait un bien fou à Neuville. Les enfants intelligents à Serdaigle, les méchants à Serpentard, ceux qui rêvent d'être des héros à Gryffondor, et tous ceux sur qui on peut compter quand il y a du pain sur la planche à Poufsouffle. Cela dit, Harry avait eu raison de commencer par consulter un préfet de Serdaigle. La jeune femme n'avait même pas levé les yeux de sa lecture, elle avait juste pointé une baguette en direction de Neuville et marmonné quelque chose. Après quoi, Neuville avait acquis une expression hébétée et était allé s'égarer dans la 5e voiture en partant de l'avant, dans le 4e compartiment à gauche, qui contenait en effet son crapaud. « Malfoy, Drago !» alla à Serpentard, et Harry lâcha un soupir de soulagement. Ça aussi, ça avait l'air acquis d'avance, mais on ne pouvait jamais savoir quel grain de sable pouvait venir gripper la mécanique de votre plus grand projet. Le professeur McGonagall appela « Perks, Sally Ann !» et des enfants réunis s'échappa une fille pâle et maigrelette, étrangement éthérée, comme si elle risquait de disparaître dès l'instant où vous arrêtiez de la regarder, pour être immédiatement oubliée à jamais. Puis, avec une note d'inquiétude si fermement masquée dans sa voix et écartée de son visage qu'il aurait fallu très bien la connaître pour la remarquer, Minerva McGonagall inspira profondément et appela « Potter, Harry !» Il y eut un silence soudain. Toutes les conversations se turent. Tous les yeux se braquèrent sur lui. Pour la première fois de sa vie, Harry sentit qu'il avait peut-être la chance de découvrir ce qu'était le trac. Il bloqua immédiatement cette émotion. S'il comptait vivre en Angleterre magique, il allait falloir qu'il s'habitue à des foules concentrées sur lui.
En fait, ce serait le cas s'il comptait faire quoi que ce soit d'intéressant dans sa vie. Accrochant un sourire faussement sûr de lui sur son visage, il leva un pied. « Harry Potter !» scanda la voix de Fred ou George Weasley, puis l'autre jumeau reprit « Harry Potter !» Et un moment plus tard, toute la table Gryffondor les imita avant d'être rejointe par une bonne partie de cerfs d'aigle et de pouf-souffle. « Harry Potter ! Harry Potter ! Harry Potter !» Et Harry Potter s'avança. Il se rendit compte, trop tard, qu'il allait beaucoup trop lentement, mais à ce stade, il aurait été très gênant de changer d'allure. Ne sachant que trop bien ce qu'elle allait y voir, Minerva se tourna pour observer le reste de la table d'honneur. Trelawney s'éventait frénétiquement. Flitwick observait avec curiosité, Hagrid applaudissait au rythme de la musique. Sprout avait l'air sévère, Vector et Sinistra s'amusaient, et Quirrell regardait dans le vide. Albus avait un sourire bienveillant, et Rogue serrait sa coupe de vin vide, ses jointures blanches, avec tant de force que la coupe se déformait lentement. Avec un grand sourire, Harry Potter s'inclinait d'un côté, puis de l'autre, en avançant entre les 4 tables des maisons, à pas fort mesurés, tel un prince recevant son château en héritage. « Sauve-nous des autres seigneurs !» s'écria l'un des jumeaux Weasley, et l'autre enchaîna « Surtout s'ils sont professeurs !» Ce qui fit éclater de rire toutes les tables, à l'exception de Serpentard. Les lèvres de Minerva formèrent une ligne blanche. Elle aurait un mot avec les horreurs Weasley au sujet de cette remarque. S'il pensait qu'elle était sans pouvoir parce que c'était le premier jour d'école et que Gryffondor n'avait pas encore de points à perdre, il se trompait lourdement. Si les détentions ne leur faisaient pas peur, elle trouverait autre chose. Puis, avec un hoquet d'horreur, elle regarda en direction de Rogue. Il devait forcément s'être rendu compte que l'enfant Potter ignorait totalement la cible de cette remarque. Le visage de Rogue avait dépassé le stade de la rage et avait atteint celui de l'indifférence aimable. Un faible sourire se promenait sur ses lèvres. Il regardait en direction de Harry Potter, pas de la table de Gryffondor, et serrait dans ses mains les restes froissés de ce qui avait été une coupe de vin. Et Harry s'avança, sourire figé, se sentant à la fois très bien et particulièrement mal. Il l'acclamait pour un travail qu'il avait fait quand il avait 1 an. Un travail qu'il n'avait pas vraiment terminé. Quelque part, sous une forme ou une autre, le Seigneur des Ténèbres était toujours en vie. L'aurait-il acclamé avec tant de force s'il l'avait su ? Mais le pouvoir du Seigneur des Ténèbres avait été brisé une fois. Et Harry les protégerait à nouveau. Il y avait une prophétie à ce sujet, et c'était exactement ce qu'elle annonçait. Enfin, il le ferait quoi que puisse dire une quelconque satanée prophétie. Tous ces gens qui croyaient en lui et l'acclamaient. Harry ne supportait pas l'idée que rien de cela ne soit vrai. De briller puis de disparaître, comme tant d'enfants prodiges. D'être une déception. De ne pas vivre à la hauteur de sa réputation du symbole de la lumière. Quelle que soit la façon dont il avait obtenu ce statut. Il allait absolument, sans faute, peu importe le temps que ça lui prendrait, et même si ça le tuait, répondre à leurs attentes. Il allait excéder ces attentes, pour que les gens s'étonnent, en regardant en arrière, de lui en avoir demandé si peu. « Harry Potter ! Harry Potter !» Harry fit ses derniers pas vers le chapeau magique, alors que la musique se terminait. Il fit une courbette à l'ordre du chaos, à la table des Gryffondor, puis se tourna et fit une autre courbette de l'autre côté du hall, et attendit que les applaudissements et les gloussements s'estompent. Au fond de lui-même, il se demandait si le chapeau magique était réellement conscient, au sens d'être conscient de sa propre conscience, et si c'était le cas, si ça le satisfaisait de ne parler qu'à des enfants de 11 ans, 1 fois par an. Sa chanson le sous-entendait. « Oh, je suis le chapeau, et je vais bien. Je dors toute l'année et je travaille une journée. » Après que la salle soit devenue un peu plus silencieuse, Harry s'assit sur le tabouret et plaça précautionneusement l'artefact télépathique vieux de 800 ans et fait de magie oubliée. Puis, pensant aussi fort qu'il le pouvait, « Attendez, ne me répartissez pas tout de suite. J'ai des questions à vous poser. Est-ce qu'on m'a déjà oubliété ? Avez-vous réparti le Seigneur des Ténèbres ? Pouvez-vous me parler de ses faiblesses ? Savez-vous pourquoi ma baguette est la jumelle de la sienne ?
Est-ce que son fantôme est relié à ma cicatrice? Est-ce que c'est pour ça que je me mets en colère? Oh, et si vous avez un moment, pouvez-vous me parler des magies perdues qui vous ont créé et de la façon dont je pourrais m'y prendre pour les redécouvrir? Dans le silence de l'esprit de Harry, où il n'y avait eu auparavant aucune voix hormis la sienne, s'éleva une seconde voix inconnue, à l'air nettement soucieuse. Par Merlin, ça c'est une première.